Bonjour à tous et merci de votre présence. Nous allons démarrer cette table ronde sur la réduction nécessaire de l'impact écologique dans le secteur du transport sanitaire. La décarbonation des transports et des mobilités, premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, premier secteur consommateur d'énergie, est un impératif et la règle n'échappe pas au transport sanitaire. Le rétrofit s'est considérablement développé depuis un décret de mars 2020 qui facilite les démarches d'électrification des véhicules thermiques. On recense un certain nombre d'initiatives de rétrofit qui visent à convertir des véhicules à moteur thermique par un système électrique vertueux à batterie ou hydrogène. Autant d'initiatives quant à la décarbonation du transport qui offrent beaucoup de possibilités. Ces tables rondes portent un double objectif, si je puis dire. Dans un premier temps, on va aborder la décarbonation comme un sujet fondamental et stratégique pour le transport sanitaire, mais aussi acculturer le public quant aux pratiques de rétrofit, voire de décarbonation de façon générale. On fait le point avec nos invités quant aux initiatives mises en place. On en est en France aujourd'hui. Quel constat pour aller vers une décarbonation du transport sanitaire? Comment aider la profession à engager un concept de décarbonation dans son parc automobile? Alors, merci d'accueillir Jean-Jacques Seraf, coprésident Mobiliance Retrofit et directeur général de Kinomic Mobilities, Frédéric Stradi, directeur général de Kinomic, Mostefa Abdou, fondateur de la société Bymos de véhicules électriques, Jean-Baptiste Plein, responsable segment marché pour le groupe Gruot, et monsieur, j'ai oublié de noter, monsieur Sébastien Toussard, mais vous êtes notre invité de marque et d'honneur, qui est gérant de la société Par Action. Et puis, je finis avec vous, monsieur le député, donc Jean-Marc Zulesi. Vous êtes président de la commission du développement durable, de l'aménagement du territoire et député des Bouches-du-Rhône. Merci de votre présence. Alors, Mobiliance et Kinomic, dont les activités principales concourent à la transformation du parc roulant actuel en une flotte décarbonée. Le rétrofit électrique, vous l'abordez par la technologie, par l'innovation. On va parcourir avec vous deux, d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce que le rétrofit? Donc, une définition de ce qu'est le rétrofit, ses aspects techniques, et puis ensuite, les types de propositions sur le marché, et puis comment on peut agir concrètement grâce au rétrofit électrique. On va démarrer cette table ronde avec vous, Jean-Jacques Seraf. Vous êtes co-président de Mobiliance Retrofit. Je vous cède la parole pour nous donner une définition du rétrofit. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Nous avons quelques slides effectivement pour appuyer la définition du rétrofit. Donc le rétrofit, voilà. Je vais parler d'abord au niveau de la filière de manière plus générale, au niveau du métier du rétrofit. Juste pour information, Mobiliance, c'est l'organisation patronale des filières de l'automobile et des mobilités. Et dans Mobiliance, il y a plusieurs métiers, dont le métier du rétrofit que je représente aujourd'hui. Le rétrofit, comme cela a été mentionné dans l'introduction, et peut-être que je vais reprendre ça pour pouvoir passer les slides. Voilà, merci beaucoup. Comme mentionné dans l'introduction, le rétrofit a été encadré par un arrêté de mars 2020 qui donc permet de formaliser l'aspect réglementaire du rétrofit. C'est une action technique qui permet de changer la motorisation thermique d'un véhicule existant en une motorisation électrique ou pile à combustible à hydrogène. Comme vous pouvez le voir sur les schémas derrière moi sur le slide, vous pouvez remarquer que on remplace tout simplement à la fois tous les éléments thermiques du véhicule, qui sont le réservoir à carburant, l'échappement, le moteur lui-même, par un convertisseur et un moteur électrique, par des batteries. Et ça peut être effectivement aussi un réservoir à hydrogène avec une pile à combustible et un moteur électrique, de façon à pouvoir décarboner complètement le véhicule et faire en sorte qu'il se devienne zéro émission. Le texte a été modifié au mois d'octobre 2023 en apportant de nouvelles flexibilités, notamment au niveau du cadre réglementaire.
Cette démarche permet au véhicule de devenir officiellement un véhicule électrique avec une carte grise de véhicule électrique, donc de bénéficier de l'intégralité, je dirais, des avantages d'un véhicule électrique, notamment dans le cadre de la loi LOM que vous connaissez pour les grandes entreprises, mais également pour circuler avec une vignette critère zéro dans les zones ZFE, hein, qui sont également nécessaires dans le futur pour pouvoir circuler dans les grandes villes. Il donne aussi la possibilité de pouvoir rétrofiter n'importe quel véhicule de plus de 5 ans sans demander nécessairement l'autorisation au constructeur. Donc cette homologation, elle permet pour un type de véhicule d'en produire autant qu'on le souhaite. Donc on va dans une approche en France d'un rétrofit industriel, c'est-à-dire de pouvoir répliquer une homologation par type de véhicule, je dirais avec un volume infini de véhicules qu'on pourrait rétrofiter. Donc notre approche au sein de Mobilian, c'est vraiment de promouvoir ce rétrofit industriel qui va permettre d'avoir, je dirais, une accélération de la décarbonation des flottes entreprises. Hop. Il se trouve par là, voilà. Le métier du rétrofit, eh bien, nous avons une vingtaine d'adhérents dans ce métier, avec des acteurs qui, comme vous pouvez le voir sur l'écran, ont commencé des homologations de véhicules. Donc, ces homologations, elles sont encore plus nombreuses, elles seront encore plus nombreuses dans le futur, parce qu'il y a énormément de projets en recherche et développement, donc ils sont en cours d'homologation ou alors, je dirais, en projection d'homologation. Ce qui veut dire que le volume, même s'il est pour l'instant réduit, je dirais, si on compare les chiffres de l'année dernière, mais ils augmentent très rapidement, notamment parce qu'il y a une demande forte des métiers comme les vôtres, qui sont des métiers où le véhicule en lui-même est souvent encore en bon état, notamment dans les ambulances, on parle de la cellule de l'ambulance qui est encore en bon état, mais malheureusement la motorisation ne correspond plus à l'usage que l'on peut en faire dans les prochaines années. Ce véhicule, plutôt que de le remplacer intégralement, eh bien, on se propose ici de le rétrofiter, de repartir sur une seconde vie, ce qui aura un effet très important sur notamment les gaz à effet de serre. Alors, pour vous le montrer encore plus particulièrement, voilà, ça marche pas très bien. Voilà, donc en termes de filière, comme je vous l'ai mentionné, c'est une filière assez diverse. Nous avons des véhicules particuliers, il y a même des 2 roues et 3 roues, et qui sont encore exposés d'ailleurs au salon Rétromobile juste à côté d'ici. Mais ça va également sur des véhicules lourds, des camions, d'autres types de véhicules. Ça, on va même jusqu'à des bateaux ou des engins de chantier, ce qu'on appelle les off-road. Il est important aussi sur les véhicules utilitaires légers, dont on parlera plus spécifiquement avec Kinomic. Les véhicules utilitaires légers sont notamment très importants en termes de volume en France, c'est 6 millions de véhicules qui sont majoritairement des diesels, majoritairement dans les villes, avec des particules fines qui sont émises dans les centres-villes. Donc il y a une importance, je dirais, fondamentale d'accélérer la décarbonation de ces véhicules. Donc un marché important, comme vous pouvez le voir également sur la droite, avec les véhicules existants. Et les véhicules électriques neufs ne seront pas suffisants pour permettre une décarbonation rapide du transport en France et en Europe. Au niveau des gaz à effet de serre, bon, j'en parlais tout à l'heure, mais comme vous pouvez le voir, là j'ai pris l'exemple des véhicules utilitaires, hein, puisque là ce sont effectivement les exemples qui vont être plus pertinents pour vous dans vos métiers. Et comme vous pouvez le voir, non seulement il y a un attrait effectivement, et on verra tout à l'heure, économique, mais il y a aussi l'attrait de l'efficacité en termes de gaz à effet de serre, car on sera, d'après cette étude de l'ADEME qui date de 2021, à moins 56% de gaz à effet de serre par rapport à l'achat d'un véhicule neuf équivalent électrique. Donc un vrai bénéfice, je dirais, au niveau du rétrofit pour l'environnement et pour la décarbonation.
Voilà, donc ça, c'était une introduction un petit peu sur la filière en général et je laisse la parole maintenant, probablement plus sur un exemple concret, avec, Kinomic, qui, est donc, un adhérent également, de Mobiliance Rétrofit et centré sur les véhicules utilitaires. Merci Jean-Jacques, tu peux faire le prompteur, parce que je suis pas en face. Bien, quelques mots sur Kinomic, tout d'abord. Kinomic est une jeune entreprise spécialisée dans la mobilité durable et innovante. Quand je dis durable, c'est plus précisément zéro émission, puisque nous travaillons, nous, que sur des chaînes de traction zéro émission, c'est-à-dire des chaînes de traction électriques, des chaînes de traction pile à combustible, ceci dans le cadre de l'arrêté de mars 2020 que vient de décrire Jean-Jacques, et des chaînes de traction combustion hydrogène, où là, c'est encore ça reste un moteur thermique, mais c'est probablement une niche dans laquelle les constructeurs s'immisceront beaucoup dans les années futures, puisque c'est une solution malgré tout pour avoir des moteurs zéro émission. Nous avons construit notre entreprise sur des compétences automobiles reconnues, ceci pour développer notre concept innovant, un concept que je vais vous décrire dans quelques minutes. Mais ce que je peux dire, c'est que on a aujourd'hui cette ambition et on est en train de le démontrer au quotidien de devenir un des leaders européens du rétrofit au travers des solutions que nous proposons. Alors aujourd'hui, évidemment, sur des véhicules utilitaires. Pourquoi? Parce que c'est la demande, la première demande du marché. Les volumes sont importants, sans paraphraser Jean-Jacques, et c'est surtout immédiat. Alors, petite interlude. Ce qui est important de noter quand on parle de rétrofit, c'est ce que nous prenons. Nous prenons, nous, l'upcycling. Alors, je vais le définir assez simplement, hein, comme je vais revenir aussi sur la notion de rétrofit. C'est le fait de redonner de la valeur à un objet de la mobilité dans différents cycles de vie. Étant entendu qu'un véhicule thermique peut et aura de plus en plus dans le futur différents cycles de vie. Et il vous a peut-être pas échappé d'ailleurs que dans les annonces, Renault comme Mercedes, en fin d'année 2023, annonçait vouloir étudier des véhicules pour 1 million de kilomètres. Alors, 1 million de kilomètres avec des moteurs thermiques, bien sûr, ça peut se faire, mais sachant qu'un plan de validation pour un moteur thermique, c'est environ 250 000 kilomètres, il est entendu que ce véhicule pourra avoir différents cycles de vie. Et c'est vraiment cette notion-là que nous prenons sur les véhicules sur lesquels on travaille, ce qui implique qu'au-delà de la chaîne de traction, on peut revaloriser le véhicule par de nouvelles fonctions dont le véhicule n'était pas équipé à l'origine. Je pense notamment à la connectivité, à certaines aides à la conduite, par exemple. Donc ça, c'est aussi un élément important de l'upcycling. Le rétrofit, juste un petit mot pour qualifier Kinomic. Le rétrofit, je ne veux pas paraphraser Jean-Jacques, mais je vais le définir parce que c'est quelque chose qui va vous parler. On est dans le domaine médical. C'est le fait de changer le cœur thermique d'un véhicule en cœur électrique ou hydrogène. La valeur ajoutée de Kinomic, c'est de recréer le réseau neuronal et de redonner l'intelligence au véhicule. Ceci dans le cadre de l'arrêté que nous venons de décrire, tout est pour garder évidemment les fonctions de sécurité et les fonctions de confort du véhicule, ce qui aujourd'hui est plutôt compliqué dans la mesure où il y a beaucoup d'électronique dans le véhicule. Et donc notre activité principale, c'est d'appairer cette nouvelle chaîne de traction, qu'elle soit électrique ou hydrogène,
à un véhicule qui n'a pas du tout été conçu pour ça, et à son architecture électronique, comme je vous l'ai dit, pour récupérer ses fonctions. Et c'est un projet avant tout de R&D, hein, que nous avons proposé au constructeur Stellantis, et de lettres d'intérêt en contrat, en communiqué de presse. Nous nous sommes associés pour le rétrofit de véhicules utilitaires, ceci dans un périmètre Europe. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce à quoi nous nous sommes attelés depuis maintenant 24 mois, près de 24 mois, pour ces véhicules-là. Et effectivement, merci Bruno, c'est le véhicule qui est sur le stand de la FNAP, qui est le premier véhicule, c'est le premier prototype, hein, que nous avons réalisé, qui est sur la base, on va en parler tout à l'heure, sur la base du K0, donc plus connu pour vous sur la base du Jumpy. Jumpy Expert, et on a la particularité de pouvoir le retrouver sous 5 marques différentes, mais c'est le même véhicule. Ah, ok, excuse-moi. Donc effectivement, je parlais du Jumpy. Nous avons fait une levée de confidentialité de ce projet au travers d'un autre projet, parce que donc évidemment les ambulances nous intéressent beaucoup et on est là pour en parler. Cependant, nous avons, cette ambition d'avoir un projet à impact, et un impact sur les grandes flottes. On a donc fait cette levée autour d'un projet lors du salon Solutrans pour La Poste, qui présentait donc ce Jumpy électrique sur lequel nous travaillons. Mais nous avons, vous allez le voir très rapidement, nous avons aujourd'hui plusieurs véhicules en développement sur cette même base de chaîne de traction. Rétrofit. Alors, voilà, on revient en arrière, mais il y a quelqu'un qui change. Ah, voilà, il manquait ça. Ah, voilà, oui. Voilà, toutes mes excuses, il manquait cette slide. Alors effectivement, comme je vous l'ai dit, donc on a présenté un véhicule, celui qui est aujourd'hui ici, son clone du moins, qui est présenté ici. Et nous développons donc parallèlement à ce véhicule développé avec Stellantis, nous développons une autre plateforme sur la base du Renault Trafic, qui dans notre jargon qu'on nomme 82, qui là aussi a le bénéfice de couvrir plusieurs marques comme Fiat, Opel, Renault ou Nissan. Et l'intérêt de ces deux plateformes, c'est qu'elles seront mues par la même chaîne de traction électrique qui aujourd'hui est composée de composants essentiellement automotive, exclusivement même automotive, hein, puisque c'est un moteur issu de la banque d'organes Stellantis. C'est des batteries, certes, que nous avons développées, mais là aussi issues de la banque d'organes Stellantis, avec l'électronique Qinomic que nous apportons dessus, une électronique de supervision, comme je l'ai expliqué, qui permet de conserver l'ensemble des fonctions de confort et de sécurité du véhicule, et qui présente un agrément très proche du véhicule natif électrique. Et ces deux plateformes, aujourd'hui, permettent de couvrir 70% du marché de LCV, donc mid-size, des véhicules utilitaires mid-size en France, et un peu plus de 50% sur le périmètre Europe. Donc voilà l'offre Qinomic que nous développons aujourd'hui en collaboration avec Stellantis, qui est un gage de sécurité, d'engagement pour toute votre corporation et pour toutes les flottes avec lesquelles on travaille. Merci Frédéric. Et donc probablement maintenant, je voulais vous parler rapidement de l'offre plus concrète de cette prestation. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont, et comme Frédéric l'a mentionné, c'est une plateforme réalisée avec
des éléments Stellantis, une batterie qui est une batterie équivalente à un véhicule électrique neuf, entrée de gamme avec plus de 200 kilomètres d'autonomie, une charge utile qui est conservée. Donc tous ces éléments font que ça sera compatible avec, la plupart de vos transformations, d'ambulances, notamment on pense au Renault Trafic qui est plus présent chez vous, dans vos parcs et avec des prestations de charge rapide. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que maintenant les hôpitaux sont de plus en plus équipés avec des bornes de recharge et donc, je dirais, avec, une charge rapide en moins d'une heure maintenant, vous pouvez atteindre plus de 80 d'autonomie en termes de batterie. Donc c'est quand même assez rapide et vous pouvez recharger, facilement lors de ces, arrêts, au niveau et aux abords des hôpitaux. Donc c'est maintenant, une nouvelle prestation, je dirais, qui est tout à fait compatible avec la plupart des cas d'usage qu'on a pu constater, en tout cas, sur, l'ensemble des artisans et des différents métiers. On en reparlera, je voudrais, avec monsieur le député, du taux d'équipement des hôpitaux, mais on y est pas encore. D'accord. Quelques autres avantages de la solution Retrofit, c'est une solution qui va être, 3 fois moins élevée en termes d'investissement que l'achat d'un véhicule neuf électrique. Donc, bien entendu, pour pouvoir décarboner votre flotte, vous avez la possibilité d'acheter un véhicule neuf électrique, mais là, on va rentrer un peu dans le détail. Il y a des aides au rétrofit, hein, notamment grâce, je dirais, au support également de Jean-Marc Gézy, qui nous a... mais vous savez, les aides, elles sont nationales et régionales. Alors, je parle d'abord des aides nationales et grâce au support de M. Gézy, qui est un grand défendeur du rétrofit, nous sommes évidemment en train de travailler avec les différentes instances pour pouvoir continuer à progresser sur ces aides, sans rentrer dans un détail trop technique, mais elles s'accumulent aussi à des aides régionales. On en parlera tout à l'heure. Il y a des équipements qui sont déjà conservés, donc les véhicules ont des cellules qui sont coûteuses sur les ambulances. L'avantage du rétrofit, c'est de pouvoir garder la cellule, éventuellement pouvoir la rénover légèrement, mais ce que j'ai entendu, en tout cas de la plupart d'entre vous, c'est que les cellules souvent sont en très bon état après 5-6 ans d'utilisation, mais les moteurs thermiques, ils ont souvent 250 000, 300 000 km, et là, ce n'est plus possible de garder le moteur thermique. On ne va pas non plus, je dirais, jeter la cellule alors qu'elle est en bon état. Donc le rétrofit est un complément parfait parce qu'il permet de conserver la cellule et de rénover le véhicule en zéro émission. La réduction, on en a parlé, des gaz à effet de serre, la participation à l'économie circulaire puisque les pièces des véhicules thermiques seront recyclées, et donc cette nouvelle carte grise qui vous permettra également l'accès dans le futur aux zones ZFE puisqu'on sera sur une nouvelle carte grise avec un critère zéro. Sur les aides, alors vous voyez là, c'est aides nationales et régionales au pluriel. Elles sont nombreuses, donc comme je le mentionnais, elles dépendent du poids du véhicule. Donc là, en ce qui concerne par exemple un Renault Trafic ou un Jumpy, on sera plus sur la classe 2 et la classe 3, c'est-à-dire avec des aides entre 7 000 et 9 000 euros. Donc vous pouvez les retrouver sur les pages gouv.fr au niveau des aides. Ce sont des aides publiques tout à fait transparentes, au même titre que bonus écologique des véhicules neufs électriques. Donc, c'est des aides importantes auxquelles s'ajoutent les aides régionales et notamment à titre d'exemple, l'Île-de-France propose 2 500 € par rétrofit et on est en discussion avec l'Île-de-France qui va probablement d'ailleurs augmenter ce type de montant. Et puis plus récemment, et je laisserai peut-être Jean-Marc Gézy en parler parce qu'il connaît bien ce sujet, c'est le suramortissement qui permet de déduire l'accise sur le coût de la transformation du véhicule pour les véhicules supérieurs à 2,6 tonnes. C'est dans le cadre du PLF 2024 et merci beaucoup monsieur le député pour votre support sur ce sujet puisque ça a été approuvé dans le cadre du PLF 2024. Donc, vous voyez un dispositif d'aide, ça marche une fois sur deux à votre... Ouais. Enfin,
Comment ça marche? Donc pour nous, Frédéric vous a mentionné les différents produits. On va commencer, comme mentionné, avec la gamme du Jumpy que vous avez pu voir avant, et puis après suivi par la gamme du Renault Trafic qui a été expliquée. Une commercialisation qui commence en fin d'année 2024, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Très concrètement, on reprendra votre véhicule, on va contrôler son éligibilité pour être certain qu'il soit conforme et qu'il n'y ait pas de problème technique sur le véhicule pour pouvoir le rétrofiter, que vous n'ayez pas une suspension, par exemple, cassée ou autre chose qui mettrait en danger le véhicule. Il y aura un dépôt du véhicule dans un centre spécifique qui sera déterminé à proximité de vos entreprises. Une fois que le véhicule sera déposé, il sera, en termes de logistique, transporté à une usine. Donc dans le cas de Stellantis, ça sera une usine Stellantis ou une autre usine partenaire pour la transformation du thermique en électrique. Il reviendra au point de collecte où vous avez amené le véhicule et il y aura une nouvelle carte grise et un nouveau certificat de conformité qui sera issu pour ce nouveau véhicule qui sera donc transformé en véhicule électrique. Donc vous voyez, une opération assez simple, assez pragmatique. Le véhicule sera immobilisé entre 3 et 4 semaines. La transformation va durer entre 25 et 30 heures sur le véhicule. Donc tout ça est très concret et va s'industrialiser donc avec, comme je le disais, en fin d'année, le lancement de ce programme dans les usines partenaires. Le coût du rétrofit, il va être sur ce type de véhicule qu'on a mentionné, il va être dans une fourchette entre 25 et 29 000 euros. On sait très bien que je donne une fourchette parce qu'il peut avoir sur certains véhicules des équipements un peu plus spécifiques qu'il faudra rajouter, mais il va falloir en déduire la prime au rétrofit. Alors la prime au rétrofit, elle est de 9 000 euros. Si vous êtes en zone ZFE, il y a 1 000 euros supplémentaires que je n'avais pas mentionné précédemment, mais ça fait donc 10 000 euros, plus 2 500 euros de prime régionale, si vous êtes en Île-de-France par exemple. Donc ça fait que finalement, le rétrofit va être entre 12 000 et 16 000 euros, si vous voulez, pour simplifier. Tout ça, ce sont des chiffres qui sont pour l'instant pas finaux, parce que comme vous avez vu, nous sommes en amont de la commercialisation, donc on vous donne des ordres d'idées pour que ça soit plus concret, mais ce ne sont pas des chiffres finaux ni contractuels bien entendu, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça sera un coût qui sera largement 3 fois inférieur à l'achat d'un véhicule neuf équivalent, et donc avec tout le bénéfice écologique dont nous avons parlé en termes de gaz à effet de serre. Voilà, on ne va pas aller plus dans le détail parce que vous pourrez peut-être avoir des questions. Si tu permets, Jean-Jacques. Oui. Je profite juste pour remettre la slide précédente. Inciter M. le député à une réflexion qu'on a déjà eue ce matin à la table ronde avec 4 députés et un sénateur sur l'approche fiscale de notre activité, avec la nécessité impérieuse d'avoir des actions fortes du gouvernement, parce que là, vous nous affichez des prix hors taxe. Notre activité est assujettie à la TVA. On ne peut pas déduire la TVA. On ne peut pas déduire la TVA. Notre activité de santé ne peut pas déduire la TVA. Donc on a un sujet qui ne porte pas que sur le coût du rétrofitage, mais le sujet de la TVA dans notre activité du transport sanitaire est le seul levier qu'on a identifié, parce que nos tarifs sont bloqués par l'assurance maladie, qu'on a identifié pour peut-être arriver à continuer à survivre, à assurer des missions de service public dans les quelques mois qui arrivent. Je vous ai juste lancé la perche. Eh bien, à disposition pour travailler. Alors, est-ce qu'on le travaille spécifiquement sur le sujet de la décarbonation des flottes de véhicules, ou est-ce qu'on le regarde plus largement? Malheureusement, je n'étais pas ce matin à la table ronde, mais moi, je suis à votre disposition pour avancer sur ce sujet-là, et que dès à présent, on fasse des propositions au gouvernement. Mais je pense que c'est le sens de l'histoire que de pouvoir vous donner des marges de manœuvre pour être beaucoup plus attractif dans votre métier. Maintenant, oui. Oui, alors, on va peut-être laisser la parole aux autres, effectivement. Oui, alors,
Pourquoi est-ce que moi je me suis engagé dès le début sur le sujet du rétrofit? Parce que on s'est lancé dans une volonté de développer ce qu'on appelle l'économie circulaire, et notamment dans le cadre de la loi AGEC, j'ai trouvé que en fait il manquait une ambition sur le sujet de l'économie circulaire des véhicules. La vérité, c'est que d'un point de vue industriel, d'un point de vue aussi des finances de l'État, on ne pourra pas donner ou financer un véhicule électrique pour tous nos concitoyens. On le voit notamment dans le cadre d'une mesure que j'ai portée sur le leasing social, où on arrive à mettre en place un véhicule un véhicule électrique à moins de 100 euros pour les publics les plus modestes, mais on table sur 25 000, 30 000 véhicules, ce qui est très peu, vous allez me dire, au regard des besoins de nos concitoyens. Et donc moi, dès le début, je me suis dit que en fait, le rétrofit cochait en fait un sujet d'économie circulaire, un sujet d'amélioration de l'utilisation des dépenses publiques, et puis un troisième volet, un volet aussi industriel, économique, puisque c'est pas parce que Kinomic est dans les Bouches-du-Rhône que je dis ça, mais on a là une ingénierie française de très grande qualité, de l'emploi non délocalisable, et donc il faut être en capacité de la soutenir. Vous avez bien fait de mettre en avant un certain nombre d'aides. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin, notamment sur ces aides-là, mais aussi aider à l'homologation beaucoup plus facilement des véhicules. On a commencé à le faire notamment sur le sujet de la clause de détention préalable, qui permet justement de libérer un peu les énergies. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin, tout en respectant, bien entendu, des mesures liées à la sécurité. Et donc aujourd'hui, notre volonté, c'est de véritablement structurer une filière rétrofit françaises qui permettent de répondre à vos enjeux. Et donc, moi, je considère qu'il faut aller au-delà même des véhicules des particuliers et toucher les professionnels, parce que, notamment dans la loi d'orientation des mobilités, on a mis des objectifs de renouvellement des flottes de véhicules. Et si on va être en capacité bien d'atteindre ces objectifs dans les années à venir, eh bien, il faut s'appuyer sur l'ensemble des opportunités offertes par le monde économique, et donc à nous d'engager, de transformer et de vous donner tous les moyens nécessaires pour aller dans ce sens. Merci beaucoup. Je pense que dans l'ordre, on pourrait poser la question à M. Plein par rapport à Bruno, de comment il vit. Est-ce que c'est déjà intégré dans l'ADN du groupe Bruno ou des autres industriels qui fabriquent les ambulances, les chaînes de production? Est-ce que c'est pour vous quelque chose d'évident qu'il va y avoir une participation ou des évolutions dans l'univers de l'aménagement des ambulances avec la transformation on enlève un moteur thermique et on y met un électrique? Est-ce que ça vous paraît faisable? Est-ce que vous êtes déjà lancé dans le challenge? Oui, merci Bruno, bonjour à tous. Donc, je représente le groupe Gruo, nous sommes carrossiers, fabricants, aménageurs d'ambulances. Je vais centrer mon propos donc spécifiquement à l'ambulance, qui est un peu plus restrictif que le rétrofit général. La première question qui vient, c'est le modèle économique. Donc, prolonger la vie d'une ambulance, ça a beaucoup de vertus, des vertus durables, mais à quel prix? C'est une donnée importante, surtout aujourd'hui. Quelles sont les contraintes techniques pour les carrossiers, les industriels, pour la partie cellule sanitaire de ce rétrofit, les contraintes normatives également par rapport à la certification et la norme 1789. Et puis, comment je vais répondre donc après coup à la question de Bruno Basset, où en sont les industriels, où en est Gruo dans sa démarche institutionnelle, et quel exemple aujourd'hui concret je pourrais vous donner de cette démarche. Alors, le modèle économique, donc prolonger son ambulance, oui, mais à quel prix? Le principe a été évoqué tout à l'heure. Donc, c'est un véhicule qui a plus de 5 ans et moins de 200 000 km. Pour l'utiliser encore 4 ans, si on part sur une moyenne de 50 000 km annuels. C'est une économie significative en matière première par rapport à un remplacement à un véhicule neuf, chose que vous faites aujourd'hui. D'énergie pour nous, en termes de production de matières premières, l'acheminement, etc. Et de durabilité, bien évidemment, pour la recyclabilité de la cellule.
Donc sur le papier, c'est la solution d'avenir et on y croit, mais il y a quelques contraintes. Quand je fais le rétrofit de mon ambulance, les spécialistes tels que Kinomic vont changer toute la partie thermique, la remplacer par de l'électrique, redimensionner au niveau de la cabine de conduite seulement, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, mais redimensionner normalement seulement sur la partie cabine de conduite, tout ce qui est chaud et froid. Donc vous n'avez plus de climatisation, plus de chauffage à l'arrière de votre cellule sanitaire. Donc il faut trouver une solution pour que vous puissiez exercer votre métier en respectant la norme, imposée par la norme 1789, et puis que vous puissiez travailler normalement pour vos patients et vos salariés. Et puis bien évidemment, il va falloir intégrer de nouveaux éléments, modifier le mobilier, adapter votre cellule sanitaire à ce rétrofit et une puissance et une alimentation différentes. Donc, si c'est quelque chose qui est fait sur un véhicule et que ce n'est pas anticipé, il faut que vous comptiez, pour vous donner un ordre d'idée, entre 200 et 250 heures, qui vont correspondre au démontage et au remontage de votre cellule sanitaire pour l'adapter. Donc c'est considérable. Et du coup, la facture, et c'est qu'une estimation, désolé, j'ai mis le prix en hors taxe, je sais bien que les ambulanciers raisonnent en TTC, néanmoins ça me donne un ordre de grandeur, comptez pour ce rétrofit de 30 000 à 40 000 euros hors taxe. Donc c'est un montant important, et si on l'ajoute au montant du rétrofit du châssis, même s'il y a des aides importantes qui couvrent une partie, eh bien, on peut se poser la question de la pertinence de ce modèle économique, voilà, par rapport à un véhicule neuf. Pardon. Donc, ce qui est très important pour se lancer dans ce type de prestation sur une ambulance, c'est vraiment, le maître mot, c'est l'anticipation. Lorsque vous allez commander votre future ambulance et que vous avez en perspective de le rétrofiter, que vous adhérez à cette idée de durabilité, de prolongation de la vie de votre ambulance, parce que effectivement, en général, les cellules sanitaires durent beaucoup plus longtemps que la mécanique du châssis, eh bien, il faut anticiper ce futur rétrofitage. Donc, prévoir la pose d'un bloc chaud-froid autonome, qui sera très probablement sur le toit de votre ambulance. D'accord ? Il y a des solutions qui existent, que l'on déploie déjà, j'en parlerai un peu plus tard. Il faut prévoir l'emplacement des batteries additionnelles, puisque bien évidemment, il va falloir aller chercher de l'énergie supplémentaire pour faire fonctionner le tout. Et donc, l'implantation de batteries, si elles ne sont pas prévues, ben, vous imaginez, ça explique pourquoi il y a un démontage et un remontage de la cellule. On travaille également sur un renforcement de l'isolation thermique de votre véhicule. C'est une piste assez facile à mettre en œuvre pour justement moins consommer d'énergie dans un véhicule qui sera en chaîne électrique. Bien évidemment, prévoir le mobilier, donc adapter votre cellule sanitaire à tout ça. On peut aussi partir sur on peut ajouter à cela des éléments qui existent déjà, qui sont déjà sur certaines de nos ambulances, comme des panneaux solaires. Alors attention, on ne vient pas se substituer à la batterie, c'est plus un soutien qui vous permettra d'alimenter la rampe, la cellule sanitaire. Voilà. C'est des briques que vous pouvez ajouter qui vont permettre de viabiliser le rétrofit sur une ambulance. Et donc, du coup, là, c'est tout de suite différent, puisque le coût du rétrofit, s'il est anticipé, vous tombez à une fourchette qui est estimative encore, mais qui me semble cohérente, entre 5 et 10 000 euros. Donc, tout de suite, quand vous prenez le chiffre qui vous a été énoncé précédemment sur le rétrofit du châssis avec les aides, plus ce montant-là, eh bien, effectivement, ça devient intéressant. Bien évidemment, ça implique d'adapter votre financement de ce véhicule, prendre en compte que quand vous allez acheter votre thermique et vous allez le rétrofiter, puisqu'on anticipe ce rétrofitage, votre thermique vous coûtera un petit peu plus cher à l'achat. Mais vu que vous allez l'amortir théoriquement sur une période plus longue, admettons 8 ans au lieu de 4, c'est tout à fait soutenable et ça fait sens. Et donc, je rejoins ce qui a été dit plus tôt, où je pense qu'effectivement, ça vous permet de gagner à minima 50% de prix par rapport à l'acquisition d'un nouveau véhicule. Alors, les contraintes techniques, donc j'ai parlé, vous avez bien compris, c'est l'élément principal du bloc chaud-froid, pour avoir du chauffage dans des conditions normées et acceptables. Ce bloc chaud-froid, il marche en branchement direct, une prise de quai.
prise Maréchal. Mais on en a besoin en roulant, et donc c'est pour ça qu'il faut des batteries additionnelles. Si le rétrofit est anticipé, encore une fois, tout ce qui va être convertisseur, chargeur, convertisseur, faisceau électrique, rien n'est à changer. Vous le conservez. Ça, c'est un élément important. Sur la contrainte normative, donc un passage de réal est nécessaire quand on fait le rétrofit de la partie châssis, comme ça a été évoqué avant moi. Mais sur la partie normative, en fait, c'est le même véhicule. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un nouveau certificat. Vous conservez votre certificat type B, si on part sur l'exemple sur lequel je suis parti. Donc, c'est une bonne chose. Vous n'avez pas à repasser votre véhicule à l'UTAC ou à faire une démarche administrative quelconque supplémentaire. Donc ça, c'est le point très positif. Le seul bémol, mais je pense que ça n'en est pas un en soi, c'est que vous ne pouvez pas changer de type. Vous n'allez pas pouvoir passer d'un type B à un type C quand vous allez faire ce rétrofit. Mais bon, c'est plutôt logique. Alors, le groupe Gruau, comment il s'inscrit dans cette démarche? Le groupe travaille, donc, il fête cette année ses 135 ans, et on fonctionne par projet d'entreprise, tous les 5 à 6 ans. Et là, nous venons de lancer le projet 2030, avec une baseline principale qui est utilitaire, par nature. Donc, le groupe Gruau fait tout type de transformation sur des véhicules utilitaires en dessous du poids lourd. Donc, vous avez compris le jeu de mots. Par nature, puisque nous poussons dans notre démarche RSS2E, et bien évidemment, donc, notre responsabilité sociale, sociétale, économique et écologique. Donc, dans le cadre de ce projet, par exemple, nos transformations sont impactées par cette volonté d'aller sur les nouvelles solutions de mobilité, des véhicules électriques, hybrides et bientôt hydrogène, puisqu'il y a des projets en cours sur l'hydrogène, comme il y en a d'ailleurs avec Kinomic, entre Kinomic et Gruau. C'est également travailler sur des innovations qui vont nous permettre de réduire notre empreinte carbone, notamment sur l'éco-énergie, sur des systèmes qui existent déjà, qui sont en place et qui permettent de couper le moteur tout en gardant les fonctionnalités du véhicule et de se rallumer suivant la tension nominale de la batterie. Ça vous fait économiser du carburant, un thermique, et ça vous permet de gagner des heures de moteur tournant. Donc, dans la durabilité du véhicule, c'est très intéressant. Et puis, on travaille bien évidemment sur nos sites. Vous savez que tous nos sites sont en France. On a cette démarche et on est contraint économiquement de faire des économies. Je pense que vous tous, dans vos entreprises, vous avez cette même démarche de réduire les coûts de chauffage, d'électricité, etc. Donc, il y a une démarche qui a été entamée en 2023 très forte pour le groupe Gruau et qui a été plutôt très positive, avec un impact positif, une vraie économie d'énergie sur nos sites. Nous travaillons bien sûr sur le taux de recyclabilité de nos composants pour essayer d'aller vers une ambulance qui demain, une cellule sanitaire, qui soit recyclable à hauteur de 85% minimum. Alors, je vous donne un exemple simple, mais il y en a beaucoup. On va passer d'une technologie de polyester, qui est quelque chose, une matière assez sale, entre guillemets, mais sale dans sa production et pratiquement impossible à recycler, vers du thermoformé, donc des parois qui seront beaucoup plus recyclables. Et puis, par exemple, oui, je l'ai cité, il y a une démarche de groupe qui fait que tous les véhicules des commerciaux ne sont plus en diesel. Bon, voilà. Ça participe de la démarche dans laquelle veut s'inscrire le groupe Gruau. Et je vais finir sur cet exemple, puisque c'est des exemples concrets dont nous avons besoin sur ces nouvelles solutions de mobilité. Alors, on n'est pas encore sur un exemple de rétrofit en ambulance. J'espère qu'il y en aura très prochainement. Mais en tout cas, on a lancé premier VSAV 100% électrique, e-tech, qui fait le tour de tous les SDIS de France. Et donc, on sensibilise nos clients à cette solution. Bien évidemment, pour sa partie cellule sanitaire, autonomie, gestion de l'énergie. Et elle est équipée du fameux bloc autonome chaud-froid dont je vous parlais en préambule, donc qui permet aux SDIS, aux pompiers, de travailler dans de bonnes conditions.
Jean-Baptiste. On va passer la parole à Mostefa Abdou de la société ByMost, notamment sur les quelques défis vis-à-vis de cette décarbonation. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Mostefa Abdou, je suis fondateur de ByMost Electric Vehicle, donc je rétrofit des véhicules électriques. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que Mostefa Abdou fait ici, dans cette salle, alors qu'on va parler du rétrofit d'ambulance? Tout simplement, lorsque j'ai lancé ma structure, j'ai eu l'occasion de discuter avec Bruno Basset, donc le président de la FNAP, et de fil en aiguille, en discutant sur le rétrofit des véhicules, on s'est posé la question de savoir, mince, il y a des éléments importants dans la ville, des véhicules qui tournent dans la ville, aussi bien des taxis, des camions de livraison. On parle de décarbonation, mais il y a un secteur d'activité qui avait été complètement oublié, c'est le transport sanitaire. Et donc, la question s'est posée avec Bruno et il me dit, est-ce qu'il est possible, d'après toi, qu'on puisse, à un moment donné, rétrofiter des ambulances et forcément rapidement? Ça, c'était aussi le petit challenge. Là-dessus, on a commencé à étudier le sujet et on s'est bien rendu compte, et là, je rebondis un peu sur ce que vous disiez, que le coût d'un rétrofit versus l'achat d'un véhicule, et j'enlève la partie upcycling parce que c'est quelque chose somme toute importante, mais on va rentrer dans la partie entrepreneuriale et chef d'entreprise. On diminue de 50% le coût d'acquisition d'un véhicule rétrofité. Et forcément, cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, ça va être effectivement cette partie upcycling et économie circulaire. On évite le démontage d'un véhicule qu'on allait mettre à la casse et on réemploie ce fameux véhicule. Donc ça, c'est quelque chose, somme toute, qui nous a paru vraiment important dans le lancement de ce projet. Et je suis ravi d'avoir pu pousser et mettre Kinomic, Gruo, un peu tout le monde autour de cette table-là pour pouvoir vous proposer à terme quelque chose qui puisse vous aider financièrement, parce que je vais vous passer le laïus du coût du diesel, hein, parce que ça, vous êtes au courant beaucoup plus que moi sur vos coûts d'entretien, vos coûts de consommation de carburant. Donc, l'électricité peut être une alternative, n'est pas forcément la seule alternative, mais peut-être une alternative pour vos entreprises, pour nos ambulances, de manière à ce qu'elles puissent continuer à tourner avec un indice de fonctionnement prix plus faible que ce qu'il est actuellement. Alors, une fois qu'on a parlé des aides au niveau du rétrofit, du coût du rétrofit, de la prévention dans les futurs achats, tout à l'heure on en parlait avec Gruo, l'upcycling qui est somme toute quelque chose d'important et on évite de mettre à la casse ces fameux véhicules. Dans la vraie vie, comment ça fonctionne lorsqu'on a une ambulance qui est 100% rétrofitée, avec forcément toujours pas suffisamment d'autonomie. Donc il va falloir qu'on se pose les bonnes questions et qu'on ait des engagements forts, notamment au niveau des hôpitaux. Aujourd'hui, effectivement, avec la loi LOM, on est tenu d'avoir, notamment dans les hôpitaux, au moins 5% des places qui sont attribuées avec des prises de recharge. Mais là, si on se dit que la décarbonation sanitaire passe par le rétrofit, 5%, ce ne sera pas suffisant. On doit aller en 2024-2025 jusqu'à 15%, mais là encore, ce ne sera pas suffisant. Parce que le métier d'ambulancier avec le rétrofit, ça va nécessiter certainement des aménagements. Et là, il y a quelque chose, à mon sens, qui doit être mis en place pour que, notamment dans les maisons de santé, les hôpitaux, là où vos ambulances font le tour et accompagnent les différents patients dans différents endroits, on ait des bornes de recharge où on va pouvoir recharger, en l'occurrence sur l'offre de Kinomic, on est sur 1 heure et quelques pour recharger à 100%, mais on n'aura pas forcément besoin de recharger à 100%. Lorsqu'on se fait son premier trajet, on peut très bien arriver, se brancher, faire notre prestation, libérer le patient, rester une demi-heure le temps de faire de la prestation et repartir. Et en une demi-heure, on aura suffisamment rechargé pour aller chercher une nouvelle mission sanitaire. Donc là, à mon sens, c'est quelque chose de fort sur lequel il va falloir vraiment avancer. Et là, je me retourne vers vous, monsieur le député, sur comment accompagner justement ces hôpitaux pour aider au final le transport sanitaire. Comme le disait tout à l'heure, la prestation rémunérée par les différentes caisses est fixe. Elle n'évolue pas, donc il va vraiment falloir faire quelque chose pour les accompagner sur ce niveau-là. Donc la responsabilité sociale aussi, elle est importante, notamment aussi avec les fournisseurs d'accès à l'électricité, mais aussi les installateurs.
les installateurs de bornes, je ne vais pas faire de la pub pour un installateur. Aujourd'hui, on a une pépite licorne qui arrive, qui est Electra. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut arriver avec cette structure et peut-être faut se mettre autour d'une table pour pouvoir commencer déjà à mettre en place quelque chose, sachant qu'en 2025, fin 2024, 2025, on aura la possibilité déjà de mettre sur la route les premières ambulances rétrofitées. Donc là, il est peut-être déjà un peu trop tard, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire assez rapidement. Ce qu'il faut aussi faire, et à mon sens, je parle sous le contrôle de la FNAP, je ne suis pas ambulancier, mais en revanche, je suis entrepreneur et je fais partie de Mobiliance. Je pense qu'il est nécessaire quand même d'avoir une boîte à outils pour vous, transporteurs sanitaires, pour vous dire, ben voilà, moi j'ai un véhicule qui a plus de 5 ans, je ne vais pas mettre 50 000, 80 000 euros si on fait l'addition de l'ambulance plus l'aménagement. Je ne peux pas mettre ça aujourd'hui. En revanche, je peux peut-être et sûrement aller chercher 20 000, 30 000 euros pour rétrofiter et à nouveau mettre aux normes mon véhicule. Comment je fais? Vers qui je me tourne? Effectivement, il y a plein de sites internet dans lesquels il y a des aides, mais si vous n'êtes pas le nez dedans tout le temps, vous allez vous perdre. Donc, ce serait intéressant d'avoir quelque chose, un outil qui vous permette de savoir où je fais mon rétrofit, combien ça me coûte et quelles sont les aides que je vais pouvoir avoir aussi bien sur le rétrofit que sur la borne de recharge. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la borne de recharge sur les hôpitaux, mais dans notre garage, le soir, on va avoir aussi besoin d'une borne de recharge. Donc, on a besoin d'avoir vraiment tout ceci, cette boîte à outils pour vous accompagner dans cette décarbonation du transport sanitaire. Et je terminerai là-dessus, effectivement, l'engagement fort du gouvernement, c'est somme toute quelque chose de primordial, d'important pour ces structures qui sont contraintes financièrement dans leur activité au quotidien. Et j'en parle en tant qu'entrepreneur, et non pas en tant qu'ambulancier, donc je sais grosso modo comment ça peut passer. Et pour terminer, ce que je vais vous dire, c'est que le rétrofit est une solution, mais n'est pas que cette solution. Il y en a d'autres. Et je pense que M. Toussaint va peut-être pouvoir nous en parler forcément mieux que moi. Juste par rapport à ce que tu viens de dire, je reviens sur mon histoire de TVA et de TIPP. Aujourd'hui, on l'a demandé, les pompiers l'ont obtenu. Ils ont une déduction de la TVA sur l'achat du gasoil pour les pompiers. Nous, on ne l'a pas. Et donc, pourquoi je vous parle de ça maintenant à ce moment-là? Parce que tout ce qu'on projette de faire, si on ne réfléchit pas sur des accords tarifaires avec des tarifs très clairs sur l'électricité, les bornes qu'on aura pour recharger nos véhicules dans les structures hospitalières, si on ne bloque pas des offres tarifaires, on ne s'en sortira pas parce qu'on retrouvera le même problème que l'inflation du gasoil à travers l'électricité. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Effectivement, ça fait partie aussi forcément de la liste des points à aborder et à mettre à plat pour pouvoir lancer quelque chose pour accompagner l'ensemble des ambulanciers. Oui, alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Le premier point, et ça, c'est pas un scoop, puisque vous êtes dans le métier, je pense que nos hôpitaux publics en particulier, sont pas toujours dans des situations qui sont simples, et vous l'avez très bien rappelé, notamment sur le point de vue financier. Donc, je pense que c'est à l'État, c'est à nous de prendre en compte les investissements liés à ces bornes de recharge, ou alors mettre en place un système que j'ai proposé, mais qui à ce stade n'a pas été retenu, un peu comme on est en train de le faire avec les collectivités territoriales, mais faire en sorte que lorsqu'un hôpital investit sur des sujets en lien avec la transition écologique, eh bien on sort l'investissement de la dette classique. Moi, je trouverais ça intéressant. Ça permettrait d'inciter à s'intéresser aussi à ces sujets, en complément de ce que nous pourrions faire
Je sais qu'on avait sollicité avec quelques députés le gouvernement pour avoir un plan spécifique pour les hôpitaux dans le sujet des recharges de bornes électriques, notamment à travers des questions écrites. La réponse n'était pas satisfaisante à ce stade, donc à nous d'avancer sur des solutions et des solutions d'avenir qui permettent, encore une fois, de donner des marges de manœuvre, de simplifier le déploiement de ces bornes de recharge. Il y a un deuxième sujet qui est très important, qui semble être de bon sens, mais je vois un peu comment ça se déploie dans nos territoires, c'est de pouvoir harmoniser le mode d'utilisation de ces bornes de recharge. Parce que si on passe d'un opérateur à l'autre, bien souvent, on n'a pas le même mode de paiement, soit le même mode de connectique, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet d'harmonisation des modes d'utilisation, des modes de paiement, de sorte à ce que, encore une fois, ça soit simple d'utilisation. Et puis, je pense qu'il faut faire attention à l'utilisation des outils numériques, mais il faut aussi donner beaucoup de visibilité parce que lorsque, encore une fois, vous le savez mieux que moi, vous arrivez dans un hôpital, c'est pas toujours très simple de trouver rapidement une borne de recharge. Donc là aussi, je pense qu'il faut donner beaucoup plus de visibilité sur la présence de ces bornes de recharge. En tout cas, ça sera au cœur des travaux à mener au courant de 2024 parce qu'au-delà des aides et des simplifications et des technologies où on a en capacité, je pense, de vous rassurer, si en face, vous n'êtes pas en capacité d'être assuré sur la recharge, eh bien, on n'arrivera pas à avoir les effets volumes souhaités pour eh bien, donner une véritable impulsion sur la filière rétrofit. Et puis donc peut-être dernier point, c'est un gros travail qu'on va mener notamment avec la FHF, puisque j'ai l'honneur d'être élu à la FHF, la Fédération hospitalière de France, et je sais que c'est des sujets qui sont au cœur des réflexions. Donc la FHF est là aussi pour faire pression en plus du politique et avancer sur ces sujets. Du coup, je me permets de laisser la parole avec ce regard à l'international. Donc, Monsieur Toussaint, la parole est à vous. Merci, Monsieur le député. Merci, Bruno, de m'avoir invité. D'abord, je vais me présenter, puis je ne suis pas un expert, justement, dans le rétrofit ou dans l'éco-responsabilité, mais du moins, je vais vous présenter un peu le regard qu'on a eu, nous, au Québec, au Canada, d'entrevoir l'éco-responsabilité, de l'intégrer à l'intérieur d'une entreprise ambulancière. En fait, peut-être passer à l'autre diapositive, merci. Moi, je suis médecin, médecin de formation. Je fais encore un peu de pratique, mais je suis également président de Paraction, une entreprise ambulancière, la plus grande entreprise privée ambulancière au Québec, pour laquelle je suis chef de direction également. Donc, on est implanté un peu partout dans le Québec. Le Québec, c'est 3 fois la grandeur de la France. Et puis, on a 41 points de service. On est en 9 régions administratives sur 12 régions. Et on couvre un territoire, notre entreprise, de 44 000 km². Donc, vous comprenez, quand j'ai rencontré des amis de la Suisse, j'ai le 2/3 de la Suisse comme territoire, comme entreprise ambulancière au Québec. Donc, on est près de 600 paramédics, 90 véhicules ambulanciers sur le territoire. Donc, ça, c'est la mise en bouche. Pour vous dire un peu, on s'est réveillé et on va passer à l'autre diapositive. Donc, dans le tournant, ça fait à peu près 10 ans. En 2014-2015, je disais à mon conseil d'administration, on a des véhicules très énergivores, des véhicules qui consomment 28 à 30 litres au 100 km. Donc, c'est des véhicules qui sont très énergivores, c'est des véhicules américains, donc sur des plateformes, je vais vous montrer les véhicules. Et donc, je me disais, ça se peut pas qu'on ne peut pas faire quelque chose pour améliorer les choses. Et j'avais un directeur général qui, dans les dernières années, je lui avais chargé d'investiguer, de regarder, mais c'était juste des raisons et des obstacles. Donc, le contrat avec l'État ne nous permet pas d'avoir un autre type de carburant dans nos véhicules. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est les autres types de carburant qu'on pourrait utiliser ou les autres alternatives coûtent plus cher que nos véhicules, que ce que ça nous coûte dans nos véhicules. Les véhicules, pour passer au propane, parce que moi, j'étais préoccupé, c'est le LPG, vous appelez ici. Donc,
GPL, excusez-moi. Donc, on me disait, bon, c'est pas sécuritaire, c'est dangereux, on saute des moteurs, ça va nous coûter plus cher, etc. Donc, j'avais toutes les bonnes, en fait, toutes les mauvaises raisons pour arrêter finalement mon investigation, puis d'arrêter là, puis dire, ben, on va attendre d'avoir une solution toute clé en main, puis qui va arriver à un moment donné dans l'histoire. Et j'avais, et pour finir cette petite parenthèse d'histoire, j'avais un actionnaire institutionnel qui est Fondaction chez nous. Quand j'en ai parlé au conseil d'administration, on s'est réveillé avec la même préoccupation environnementale. Et Fondaction investit majoritairement dans des entreprises au Québec qui sont éco-responsables. Et on était une des seuls investissements qu'ils avaient fait en disant, ben on l'investit parce qu'on est en santé. Mais le côté éco-responsable n'était pas là. Et quand on a sorti cette orientation-là au conseil d'administration, on a vu vraiment une convergence d'idées, d'idéologies, d'orientation extraordinaire. Et donc, ça nous a lancé dans cette aventure-là pour justement investiguer comme il faut. Donc, les obstacles, on les a abolis rapidement à l'espace d'1 an. Ça coûte plus cher des véhicules au propane. Nous autres, on a intégré des kits de propane. On n'a jamais eu un moteur cette année-là dans les premiers véhicules qu'on a convertis qui ont failli. En fait, on a eu un moteur depuis 10 ans qui a sauté, mais ce n'est même pas un véhicule qui est au propane. Donc, on a 0 expérience négative de ce côté-là. À l'époque, ça coûtait 90 cents canadiens du litre le propane. Et en discutant avec les fournisseurs, etc., finalement, je suis arrivé à un coût de 52 cents parce que personne n'avait de réseau de distribution. C'était aléatoire sur le territoire. Et j'ai rencontré la coop fédérée qui avait acheté toute une série de stations-service au Québec. Et ils m'ont dit, 3 mois après, Docteur Toussaint, on veut faire affaire avec vous autres. Vous avez par caserne des véhicules qui font 60 000 km par année minimum. On a déjà un volume d'affaires avec vous. On va vous mettre à la pompe. Nous allons vous tanker, remplir vos réservoirs de propane. C'était une autre tractation où on disait il faut former nos gens, il faut avoir nos réservoirs dans nos casernes, il faut investir beaucoup d'argent. Et là, il me dit on vous donne clé en main, on déploie nous autres dans toutes nos stations-service et on va s'arrimer avec votre déploiement, avec l'endroit de vos casernes. Donc, on est parti comme un partenariat comme ça. Le fabricant de Mers de véhicules nous disait ben, écoutez, je ne peux pas vous mettre le kit de propane, etc. Donc, j'ai trouvé un fournisseur qui a fait l'adaptation des véhicules. Et comme on a une norme pour les véhicules ambulanciers au Québec, le BNQ, ben, ils nous ont dit ben, si on convertit le véhicule après qu'il soit fabriqué, il ne sera plus sous la norme. Donc, le fabricant a accepté de mettre le kit de conversion, de faire en sous-traitance la conversion et de le normer après. Et donc, on a des véhicules parfaitement normés. Donc, on a commencé l'aventure directement en 2015 en voulant transformer notre flotte. Donc, et en 2018, comme on est une entreprise en croissance où on fait la consolidation des entreprises en région, on a fusionné avec le groupe Porlier et Catherine, la fille du propriétaire, avait débuté le logo Vers la vie. Ils avaient la même vision que nous autres, donc encore une deuxième convergence. Ils avaient développé 2 ans auparavant, en 2016, en fait, ils avaient 4 ans avant le logo, puis ils voulaient transférer leur flotte éventuellement plus éco-responsable. Mais ils n'avaient pas trouvé la filière qu'on avait trouvée avec les fournisseurs. Donc, ils avaient juste converti une caserne à Rimouski où il y a un gros volume et où il y avait accès là, à des points de ravitaillement facilement. Et donc, on a adopté cette philosophie vers la vie là, qui était de s'engager vers comme une entreprise plus éco-responsable, d'engager aussi nos employés,
nos travailleurs, nos ambulanciers. Donc, on a adopté cette philosophie, puis je vais vous la présenter un petit peu plus loin. Donc, on peut changer de... Donc, techniquement, oups, recule un petit peu, c'est quoi les... Un dollar canadien, c'est 0,70 centimes d'euros. Donc, tout à l'heure, on parlait de 50 cents de dollars canadiens pour je ne sais pas si c'est le gallon ou le litre. J'ai converti cette semaine OK. 1500 dollars canadiens pour 1000 euros. OK? Donc, on était à 0,30 centimes d'euros. Donc, et là, le GPL est beaucoup plus haut, mais c'est plus une approche d'argent parce qu'on s'est aperçu avec tout ça qu'on a fait des grandes économies d'argent parce qu'on a trouvé la synergie avec des fournisseurs, avec des gens qui ont voulu, qui ont cru dans des initiatives. Et finalement, on a monté tout un système que toutes les autres entreprises se sont appropriées par la suite. Moi, je suis président, je suis le Bruno du Québec. Donc, je suis le président de la Corporation des services d'ambulance du Québec. Et donc, tout le monde a emboîté le pas. Donc, d'autres grandes entreprises comme nous ont emboîté le pas suite à nous. Donc, pour nous, l'utilisation essence propane, c'est une réduction de 26 des émissions de GES. L'installation, donc on a commencé plein d'initiatives à l'intérieur de nos casernes, de nos façons de faire. Donc, l'installation de minuteurs pour limiter le temps d'ouverture des portes de garage, c'est important, nous autres, l'hiver, parce que il ne fait pas 5 à 10 degrés. Hein? Il fait moins 10 à moins 20, moins 30 avec le facteur vent, des fois moins 40. Donc, ça a un impact important. Même le chauffage de l'intérieur de nos garages, on les a tous transformés, sont tous rendus au propane ou avec des dalles chauffantes au glycol. On a installé des détecteurs de mouvement à l'intérieur, donc des cellules de détection de mouvement pour que les éclairages cessent automatiquement dans nos casernes. On utilise des produits qui sont certifiés environnementaux pour la désinfection, pour... bon, il y a certains produits qu'on ne passera pas à côté dans le cadre du COVID, mais pour l'entretien général de nos casernes, de nos véhicules, on utilise des véhicules éco-responsables. Et on vient de compléter l'installation de 36 bornes de recharge dans 18 de nos points de service. Donc, on en met 2 par point de service et on offre le branchement gratuit à tous nos employés. Donc, qui viennent travailler, ils vont brancher leur voiture et gratuitement. Donc, et du coup, le réseau, je me permets, du coup, le réseau de bornes de... Enfin, le réseau... Le réseau hospitalier, le réseau québécois, on a un excellent réseau québécois. On est à l'avant-garde de toute l'Amérique, des États-Unis, l'Amérique du Nord, du Canada anglais. L'Ontario est le plus en retard, il est plus en retard que les États-Unis, la province la plus grosse du Canada à côté de nous autres. Donc, on a des bornes à recharge très élevées, 100 kW, 150 kW, quasiment à tous les 75 km, 100 km sur le territoire. C'est très implanté partout sur le territoire. Les hôpitaux ont uniquement des petites bornes pour les patients qui consultent dans le stationnement public. Donc, et c'est à la pige, là, c'est 2-4 bornes, c'est pas beaucoup. Donc, le réseau public des hôpitaux est très en retard. Mais tout ce qui est d'installation publique, il y en a en quantité industrielle maintenant. Donc, on a fait vraiment le pas du côté du Québec, du côté des bornes de recharge de façon importante. Nous, on pense compléter toutes nos casernes d'ici la fin de l'année. Donc, si on regarde plus spécifiquement la carburation de nos véhicules, je l'ai-tu bien écrit, GPL? C'est-tu GPL? Oui? Ah, OK, bon, je suis bien. Donc, on a presque converti 50 de nos véhicules. On peut atteindre, j'ai calculé, à peu près à 60 parce que vous comprenez qu'il y a certaines zones où je n'ai pas accès, justement, et je n'ai pas de masse critique, et non plus de kilométrage critique dans des petites régions isolées, éloignées. Donc, actuellement, on pense qu'on va pouvoir atteindre probablement 60 de notre flotte du côté de la carburation essence-propane. Donc, avec l'utilisation, on voit beaucoup d'avantages économiques, même dans la crise du COVID, l'augmentation
Le propane n'a vraiment pas monté comparativement aux autres essences au Canada. Au point de vue sécuritaire, on n'a aucun incident. Le kit de conversion, on peut l'utiliser pour d'autres véhicules, de sorte qu'on a commencé depuis 5 ans à convertir même tous nos véhicules de supervision. On avait ce qu'on appelle des véhicules Police Pack là, au Canada, donc des Ford Explorer, puis des voitures Police Pack qu'on avait comme supervision. Et d'emblée, on ne se pose plus la question, ça coûte-tu moins cher, pas cher? On convertit. On veut axer la note sur notre empreinte écologique. Donc, on est dans cette vision-là. Et donc, on peut passer à l'autre diapositive. Merci. Donc, c'est 92 ambulances qu'on a converties. Donc, vous voyez le gros modèle, là, le cube là, qu'on appelle le cube jaune en bas. La couleur est prescrite par le gouvernement du Québec et ça nous coûte 3 000 $ canadiens par véhicule. On a dit, si vous voulez faire des économies, vous pourriez nous permettre de les faire blancs, les véhicules. Mais non, mais c'est une couleur qui est très visible. Puis il y a même des pays maintenant, le fabricant nous dit qu'il y a des pays qui nous demandent les mêmes couleurs que le Québec maintenant. Donc, ce véhicule-là, c'est un véhicule qui fait à peu près 28 à 30 litres au 100 km en conditions régulières. Donc, si on est en situation urbaine ou des grosses accélérations, vous comprenez qu'on monte un peu dans le 30 litres. On a commencé, nous, juste avant, 2 ans avant la pandémie, on a commencé à demander aux fabricants de faire des recubages. Les autres recubages, c'est la cabine de soins à l'arrière qu'on appelle, qu'on enlève et on met un nouveau châssis. Nous, nos châssis, compte tenu de la température du Québec avec le sel, ce qu'on appelle le calcium qu'on met sur les routes l'hiver, on a beaucoup de corrosion, beaucoup de corrosion. Après 4 à 5 ans, la cabine avant, donc le châssis, il commence à avoir des traces de rouille après 4-5 ans. Et puis, il y a certains véhicules qu'on garde jusqu'à 6 ans en véhicule de remplacement temporaire, puis que la mécanique va bien, donc on les garde en backup. Ils commencent à rouiller. Fait que là, on est obligé de faire la job de body, comme on dit. Donc, on ne veut pas trop faire vieillir nos véhicules, mais la cabine de soins est toute en aluminium et tout. Donc, on peut transporter la cabine, la mettre sur un autre. Quand on a abordé le fabricant nous a dit, il n'y a personne qui veut ça. Pourquoi vous voulez ça? Puis, il n'y a pas d'intérêt. J'ai dit, je vous dis, tout le monde va vouloir avoir ça. On commence. Combien vous pouvez en faire? Ah, 12-14 par année, je peux faire une chaîne pour ça. Je te prends les 12-14. Non, il faut que j'en garde pour les autres. Vous m'avez dit qu'il n'y a personne d'autre qui en veut. Non, mais il va y avoir du monde. Là, vous répondez, il va y avoir du monde. Il s'est rendu, après 1 an, il était obligé de mettre 2 lignes de production. Donc, j'y prenais, moi, déjà 12 véhicules sur sa première ligne de production. Il en faisait 14, puis il a doublé sa ligne de production pour faire du recubage. Le prix est passé de 60 000 Canadiens à aujourd'hui 150 000 Canadiens. Je ne suis plus intéressé d'avoir du recubage. Donc, là, les gens qui pensent que c'est le recubage, l'avenir, l'intérêt vient de se diluer de façon importante. Donc, 92 ambulances. Nous, on pense que l'avenir est dans des petits véhicules. Vous voyez le transit, c'est un transit 2500 au Canada. On a commencé à rentrer ce type de véhicule-là, donc on est rendu à 14 véhicules de type transit. On change à peu près 20 véhicules par année dans notre flotte. Donc, et là, on va rentrer à partir du mois de juillet des transits 3500, donc cabine un peu plus allongée, un petit peu plus haute, parce que le gouvernement nous demande de rentrer des nouveaux équipements qui ne rentreront pas dans cette ambulance-là, de 1. Et de 2, on est au niveau de la limite de charge à la limite supérieure, surtout quand on a une infirmière à l'intérieur avec nos 2 paramédics et un médecin, quand on fait du transfert interhospitalier, on est à la limite là, de la capacité de charge. Vous voyez, on fait 4400 km là, annuellement, à peu près, là, avec toutes mes ambulances dans mon secteur. Donc, on continue. Nos véhicules de supervision,
Donc, on vient d'acheter des véhicules de supervision à 100% électriques. J'ai 8 véhicules. Il y en a 4 qui viennent de rentrer, des Ford Mustang 100% électriques. J'ai les hybrides branchables. C'est un véhicule Mitsubishi qu'on rentre pour les zones où j'ai des trop grandes distances. Donc, il faut s'adapter en fonction des distances. L'hybride branchable, c'est une moitié de bon choix, là. C'est une moitié de mauvais choix parce qu'on a encore tous les désavantages d'un moteur thermique. Mais pour l'instant, nous autres, c'est notre véhicule de transition du côté de la supervision. Donc, on est rendu à une étape où nos initiatives sont en train ont germé, ont donné des graines un peu partout au Québec. Et on est rendu où on veut partager ces initiatives-là à travers le monde. Ici en Europe, quand Bruno m'a parlé de l'intérêt ici de l'industrie, d'avoir cette ambition éco-responsable. Donc, on a rendu accessible une licence pour notre logo Vers la vie qui a été créé là, avec la croix du côté du préhospitalier et la feuille verte responsable représentant la nature. Donc, et on s'est basé un petit peu sur les principes de l'Organisation mondiale de la santé, donc avec l'éco-responsabilité. Donc, ce qu'on partage comme intérêt avec ceux qui veulent justement signer cette licence-là. Donc, nous, on met le logo sur l'ensemble de nos véhicules pour propager l'intérêt. On a des initiatives de nos employés qui sont créées dans cette philosophie-là à travers l'entreprise. Les courriels, par exemple, on met la signature Vers la vie avec la mention de ne pas imprimer le courriel. Donc, ça fait partie, on est en train de l'intégrer vraiment dans l'ensemble de notre vie d'entreprise. Donc, on veut améliorer l'éducation, la sensibilisation, les capacités individuelles de nos employés et collectives également. Donc, on veut que ça dépasse le cadre de notre travail, que nos employés essaient de l'impliquer à l'intérieur de leur maisonnée. On veut contribuer à la mise en... Oui? Mais j'ai encore un peu de temps. J'ai presque terminé. On veut contribuer à la mise en œuvre d'actions ciblées, donc l'amélioration de l'efficacité énergétique, la réduction de l'empreinte carbone en lien avec la chaîne d'approvisionnement, les fournitures, etc. Donc, on incite nos fournisseurs dans ce sens. L'implantation de services de technologie et de processus plus éco-responsables et la fixation d'objectifs et la mise en œuvre de démarches pour réduire les émissions de véhicules ambulanciers, des véhicules ambulanciers de supervision. Si on va sur l'autre, donc, quel est l'avenir des véhicules ambulanciers, du moins vu de mon côté au Québec, au Canada? On peut aller sur l'autre diapositive encore. On a notre fabricant d'Emers Ambulance au Québec qui a conçu, ça fait 3 lancements qu'on a de l'ambulance électrique. Donc, un projet qui est probablement extrêmement ambitieux. Moi, je leur avais dit il y a plusieurs années avant qu'ils lancent un projet d'ambulance électrique et je vais être le premier acheteur de votre ambulance électrique au Québec. Quand ils m'ont présenté le projet, j'ai dit pas certain parce qu'ils s'en vont vers un véhicule qui est nettement plus gros encore que nos cubes que nous avons. Donc, au point de vue, la logique d'utilisation d'un véhicule, ça correspond au profil américain et non pas nord-américain. Les Américains ont des véhicules, maintenant, ils n'achètent plus les cubes que vous voyez, ils achètent des 4x4, des 4x4 avec le cube à l'arrière. Les véhicules ont presque 30-32 pieds de long. Donc, puis ils se promènent dans les villes d'Atlanta, Nouvelle-Orléans, dans des petites rues. Ils sont rendus qu'ils se mettent des béliers devant les ambulances pour tasser les voitures. Ça n'a pas de bon sens. C'est contre nature.
Donc, nous, on pense que l'avenir est dans des véhicules plus petits. Et peut-être je vous montrais juste le vidéo de l'autre parce que j'admire leur initiative, mais leur initiative amène des fois... Oups, revenez sur le vidéo, l'autre avant, ouais. Ce qui est intéressant, des initiatives, il y en faut. Puis il faut faire des expérimentations. Il y en a qui vont coûter peut-être plus cher que d'autres, comme celle-là. Mais ici, vous voyez là, une belle évolution qu'ils ont fait, une nouvelle technologie d'un siège qui se promène complètement de la tête aux pieds, où l'ambulancier est attaché en permanence et il peut se lever debout et il est toujours attaché à son harnais et à son siège. Donc, pour vraiment le travail de nos professionnels à l'intérieur de l'ambulance, c'est une avancée qui est hyper intéressante pour la sécurité, santé et sécurité de notre personnel. Donc, ça amène d'autres innovations. Maintenant, est-ce que je vais m'acheter une ambulance électrique de Demers? Je ne pense pas. Le chiffre, elle est rendue à 750 000 Canadiens. Et ils nous promettent qu'elle va durer 10 ans parce qu'elle est sur le frame d'un camion semi-lourd. Je vous annonce tout de suite que je ne serai pas le premier. Puis d'ailleurs, Urgence Santé, la compagnie qui appartient à l'État, en a acheté 9 pour encourager le fabricant. Donc, l'avenir, je pense, il faut faire les premiers pas. Il faut défricher. C'est le parcours du combattant. On a les mêmes questions existentielles que vous avez en France. Je vous écoute, c'est exactement les mêmes défis. La taxe, c'est le même défi. Le coût des véhicules, le coût des rétrofits, etc. Et on est dans les mêmes enjeux. On a peut-être commencé plus tôt, mais on arrive à l'aboutissement de certaines technologies qui rendent d'autres possibilités. C'est là qu'il faut aller les pousser à la limite, puis regarder les possibilités. Merci beaucoup, Sébastien. C'était super intéressant. Simplement, merci Sébastien, c'était super intéressant. Simplement, vous voyez le logo de la FNAP et de Vers la vie. C'est un engagement que la FNAP prend et qu'on a obtenu grâce à une négociation entre l'organisation de Sébastien et la nôtre pour que l'ensemble des adhérents de la FNAP puissent bénéficier de cet engagement. Donc, la FNAP innove avec ce travail économique, avec Gruo, bien évidemment, mais s'engage et engage tous ses adhérents à travers une démarche qu'on veut vraiment officialiser. Donc, bien évidemment, vous avez, monsieur le député, entendu beaucoup de choses. J'imagine que vous voulez peut-être réagir pour les propos conclusifs et puis nous dire votre ressenti par rapport à tout ce qu'on est en train de monter et pour lequel on aura besoin, bien évidemment, de votre aide. De manière très synthétique, je crois qu'on peut être fier. On peut être fier du travail que vous faites. On a la chance d'avoir un écosystème, une ingénierie, des entrepreneurs qui veulent aller de l'avant. Ça bouge. Et la puissance publique doit être là pour vous accompagner dans cette démarche. La FNAP a fait cette démarche d'aller de l'avant. Je le dis d'autant plus que nous étions battus et j'assume complètement d'avoir mis en place des zones à faible émission mobilité avec d'autres. Mais on avait écouté vos revendications que vous ne rentriez pas dans ces critères de zones à faible émission mobilité. Je l'ai assumé pleinement face à la représentation nationale, mais malgré cela, vous allez de l'avant, vous avez cette volonté de faire cette transformation, de rentrer dans ce que j'appelle moi le sens de l'histoire, c'est la transformation écologique de nos modèles d'affaires. Et donc cette démarche-là, il faut savoir l'accompagner, vous faciliter la vie, vous permettre, comme ça a été notamment signalé, sans doute d'avancer sur la visibilité des aides, de sorte à ce que ça soit facile. Dans le cadre de vos activités, je pense que vous avez beaucoup de choses à traiter et souvent on peut se dire que la transition écologique, énergétique passe après. Et donc ça, il faut savoir l'entendre. Et donc face à ces problématiques du quotidien, la puissance publique doit être là pour vous faciliter les choses. En tout cas, moi, j'œuvrerai en 2024, comme j'ai tenté de le faire depuis 2017, pour aller dans ce sens, parce qu'on est fiers de vous, on est fiers de votre travail. Et ensemble, je pense que nous pouvons relever ces défis. En tout cas, un très grand merci à vous.
un très grand merci d'avoir mis ce sujet au cœur de la table ronde. Un très grand merci à nos entrepreneurs et un très grand merci à vous d'aller de l'avant. Si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on fasse une photo et puis après, on passera à la signature. On va faire venir la convention. Mais si vous avez besoin de partir, monsieur le député, il n'y a pas de problème. Donc, si vous pouvez nous prendre déjà tout le groupe en photo et puis on va chercher la convention pour la signature. Est-ce qu'en attendant, il y a des questions dans la salle? Parce que, ouais, ah super. Parce que je sais qu'il y a aussi des gens équipementiers très spécialisés qui pourront peut-être intervenir. Oui, bonjour. J'avais 2 questions. Vous avez parlé du rétrofit en passant à l'hydrogène, mais vous avez un peu survolé le sujet et on n'a pas eu de détails. Et la deuxième chose, c'était sur le suramortissement. Vous avez dit possibilité de suramortissement, mais quoi, quand, comment? L'hydrogène, le suramortissement peut-être, monsieur le député. Puisque c'est un travail mené avec Mobiliance, c'est important que ce soit Mobiliance aussi qui prenne la parole. Alors, concernant le rétrofit hydrogène, aujourd'hui, le choix d'une technologie plutôt qu'une autre, à date, n'est qu'une question de cas d'usage et de besoin en autonomie. Bien sûr, les infrastructures doivent accompagner le déploiement des technologies. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus matures, puisqu'on a pour les véhicules électriques environ 110 000, un peu plus de 110 000, ça a été très très vite sur les années 2022-2023, le déploiement là, des bornes de recharge. Il n'en est pas du tout de même sur l'hydrogène, puisque c'est des réseaux qui se déploient actuellement avec une ambition très forte cependant à l'horizon 2030 de déploiement des infrastructures hydrogènes. Voilà donc, et le rétrofit hydrogène, aujourd'hui il y a beaucoup moins d'offres, mais ça viendra en même temps que les infrastructures, de la même manière que c'est arrivé sur les véhicules électriques. Voilà, mais on est plutôt là sur des horizons 2030, 2028-2030 pour des flottes captives, et puis qui va vraiment dépendre de ces déploiements. Nous, en ce qui concerne la technologie, pour nous, Kinomic, c'est la même chose, je dirais, puisque notre spécialité, c'est l'intersystème, c'est le fait d'appairer une chaîne de traction avec une architecture électrique d'un véhicule. Donc, c'est la raison pour laquelle on aborde aujourd'hui l'hydrogène au même titre que l'électrique. C'est que pour nous, dans nos systèmes électroniques, c'est à peu près pareil. Mais derrière, on a des équipementiers qui travaillent aujourd'hui d'arrache-pied pour proposer des composants, pour proposer des solutions, des systèmes pour les véhicules utilitaires en particulier, assez rapidement. Je crois que vous aviez une question sur le suramortissement. Donc effectivement, dans le cadre du projet de loi de finances 2024, à partir du 1er janvier 2024, pour les véhicules lourds, alors ça s'adresse notamment aux véhicules lourds, camions, etc., mais aussi aux véhicules à partir de 2,6 tonnes, il y a un barème qui permet donc de suramortir le coût de l'investissement rétrofit qui a été fait sur le véhicule. De mémoire, pour ces véhicules un petit peu plus légers, donc de 2,6 à 3,5 tonnes, c'est 20% qui peut être suramorti par rapport au coût réalisé sur l'investissement du rétrofit. Ouais. Alors je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais nous on est fournisseur en fait de solutions
de contrôle, enfin de gestion connectée des ambulances. Donc, on est vraiment spécialisé dans ce monde-là. Et moi, je voudrais un peu aller dans le sens de ce que me disait M. Toussaint, c'est que la transition vers des véhicules électriques et le rétrofit, c'est quelque chose qui a un vrai avenir, mais qui va prendre du temps. En attendant, on a des milliers de véhicules qui sont encore des véhicules diesel. Et nous, on a des solutions. Je pense que Jean-Baptiste aussi en a parlé à travers le groupe Gruau, qui a aussi des solutions, ou comment on peut faire en sorte que les véhicules diesel d'aujourd'hui soient moins polluants. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des choses, système automatique, type EcoRun, et je ne sais plus comment il s'appelle chez Gruau, mais qui permet en fait d'éviter les ralentis qui sont non nécessaires. Beaucoup d'ambulances passent du temps en ralenti parce qu'en fait, elles ont leurs systèmes électriques qui sont alimentés, donc les gyrophares et ainsi de suite. Donc, pour que la batterie ne se décharge pas, on laisse le moteur tournant, en fait. Il existe des systèmes qui permettent, en fait, de mesurer le niveau de batterie et qui vont en automatique arrêter le moteur et le redémarrer pour éviter les consommations de carburant et donc les émissions de CO2 qui sont non nécessaires. On est fournisseur de la société de M. Toussaint au Canada, où les consommations de carburant sont très importantes. 1 heure de ralenti, c'est 1 litre de carburant, donc il y a un coût. C'est 2 kilos de CO2 émis. Donc tout ce qu'on peut faire pour aider ça, c'est une chose importante. L'autre aspect, c'est à travers la connectivité, c'est remonter de l'information sur des plateformes qui permettent de voir quel est le comportement des conducteurs, globalement, et la réduction de vitesse moyenne d'une flotte amène, le fait de consommer moins amène à faire des économies financières, mais aussi des économies de carburant. Donc il existe des solutions qui sont des petites pierres aussi à amener à l'édifice, qui permettent, en attendant qu'on aille vers un monde de véhicules qui sont à zéro émission, d'accompagner en fait les flottes, alors quelles qu'elles soient globalement, mais les flottes d'ambulance, quand on est dans ce monde-là qui est très spécialisé, de les aider en fait à aussi réduire leurs émissions de CO2 et avoir un impact global sur la partie carbone. Alors il n'y a pas d'accompagnement, je dirais, support financier autour de ça. Ça peut être des choses à discuter, mais ça fait partie des sujets qui me semblent importants parce que cette transition vers le zéro émission va prendre un certain temps. Et en attendant, il est pas mal de trouver des solutions alternatives qui amènent des solutions. Voilà. C'était un commentaire de... Parfait, merci Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Et puis sinon, on va passer la signature avec le docteur Toussaint vers la vie et la FNAP et vous remercier et clôturer cette séance. S'il n'y a pas d'autres questions, remarques, je vois que c'est silencieux, donc on va passer à la signature. Merci.